Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sans crier gare de Gary D. Schmidt, publié aux éditions L'École des loisirs. Dans ce roman, nous allons faire la rencontre de 2 adolescents de 13-14 ans à l'été 1968. La première rencontre a lieu avec Meryl Lee Kowalski. Cette jeune fille habite la petite ville de Hickville, dans l'état de New York, avec ses parents. Jusque très récemment, tout se passe pour le mieux, mais tout va basculer avec cet accident tragique de voiture qui va coûter la vie à son meilleur ami, Olin Woodhood. Depuis, Meryl Lee n'a plus qu'un gouffre qui l'habite. Elle traîne littéralement et physiquement sa peine partout durant tout l'été. Ses parents sont inquiets pour elle, mais le deviennent encore plus quand la rentrée scolaire approche et qu'elle est physiquement incapable de s'y rendre sans Olin. Sa rentrée en classe de 4e au collège Camillo va être, en accord avec les enseignants, annulée. Monsieur et Madame Kowalski lui ont trouvé un établissement pour jeunes filles dans le Maine. Le collège Sainte-Hélène sera un nouveau départ loin de Hickville et des souvenirs qui la rattachent cruellement et douloureusement à Olin. Une fois Meryl Lee informée de son avenir proche, elle embarque pour le voyage, séparant sa maison de sa nouvelle école, et comme celui-ci est à plusieurs heures de route de voyage, cela signifie aussi un déménagement pour elle. Quand la famille Kowalski arrive au collège Sainte-Hélène, Meryl Lee se sent submergée par le gouffre de douleur qu'elle porte en elle. Mais malgré la pluie battante, des élèves en uniforme vert et or leur indiquent le chemin de l'internat Margaret Bennetley. Sous le porche du bâtiment, qui allait l'accueillir pour cette nouvelle année scolaire, se tient une femme corpulente qui, au vu de son allure, ne pouvait être que la surveillante du bâtiment. Madame Kellogg accueille ses parents pendant que 2 servantes, Athéna et Betty, s'occupent de ses affaires. Le moment tant redouté des au revoir a sonné et malgré ses suppliques larmoyantes et aiguës, ni sa mère ni son père ne cèdent. Meryl Lee est désormais plus seule que seule. Pas le temps pour elle de s'appesantir sur ses états d'âme que Madame Kellogg la rappelle à l'ordre. Elle est loin d'être en avance pour rejoindre sa nouvelle chambre et se préparer pour la cérémonie d'ouverture de l'année scolaire. Du porche de l'entrée jusqu'à sa chambre numéro 204, Meryl Lee va traverser des salles comme d'illustres abbés normands avant elle, quand même sans enorgueillir Madame Kellogg. Durant ce court trajet, elle apprend qu'elle pouvait grignoter ce qui se trouve dans le réfrigérateur, siroter une bouteille de Coca-Cola si elle s'engage à régler les 25 cents qu'elle coûte, que la buanderie ferme à 21h30 et que des doses de détergent sont disponibles sur demande dans l'intervalle des jours de lessive, et qu'aucun appel ne pourra être passé après 21h45. Avant de rejoindre sa chambre, Madame Kellogg va la présenter à Elizabeth Coerch, Julia Schall, Ashley Louise Higginson, Charlotte Antoinette Dobré, Marianne Elders, Barbara Rockcastle et Heidi Kidder, les pensionnaires de l'internat qui occupent les chambres du premier étage comme elle. Arrivée devant la chambre 204, elle va ensuite être présentée à sa camarade de chambrée, Mademoiselle Jennifer Hartley Trureau. Meryl Lee comprend quasi instantanément que la cohabitation avec cette petite blonde prétentieuse va être difficile. La cérémonie, dirigée par la directrice des classes primaires et secondaires, Madame Nora McNocarter, se passe bien et l'année va pouvoir commencer. Meryl Lee va devoir chaque jour repousser le gouffre qu'a laissé son ami et ses excursions en dehors du collège vont peut-être l'y aider. La mère apaise les esprits tortueux avec son ressac et c'est sur le bord d'un ponton isolé qu'elle va rencontrer un drôle de garçon aux bras bandés. Matthew, dit Matt Coffin. Ce garçon est un solitaire, habitué à vivre seul depuis son plus jeune âge. Quand il n'avait environ que 4 ans, il s'est perdu dans les ruelles d'une ville dont il ne se souvient pas, et a été recueilli, si on peut qualifier l'acte ainsi, par Leonidas Shug. Cet homme vil avait déjà à sa solde des enfants de tous âges et n'a pas hésité à prendre sous son aile acérée le petit Matt. Dès qu'il a été en âge de comprendre un peu plus la situation, il s'est enfui toujours plus loin, négligeant son éducation par là même. Quand il a posé ses maigres possessions dans la cabane de pêche aux homards abandonnés, peu de monde ne s'est inquiété pour lui. Sauf peut-être sa plus proche voisine, Nora McNocarter. À force de patience et de ricochets sur les vagues, Nora a réussi à grappiller un peu de la confiance de Matt. Au lieu de repartir seule dans le noir après leur séance de ricochets, Matt vient dîner avec elle. Les jours de pluie, il vient l'attendre sous son porche pour partager son repas. De fil en aiguille, Nora s'est mise à lui faire la lecture de L'île au trésor. Matt apprécie plus qu'il ne souhaite l'admettre ces soirées,
Mais quand Nora lui propose de rejoindre l'école et qu'elle lui parle de ses parents, Matt se braque et fuit. Nora ne le poursuit pas et laisse le temps faire son œuvre. Elle espère qu'elle arrivera à lui venir en aide à un moment ou à un autre. Quand un soir, elle le retrouve exsangue, blessé, elle l'emmène avec l'aide de son ami pêcheur, le capitaine Heard, à l'hôpital. Comme Matt est mineur, les services sociaux voudraient le placer, mais Nora arrive à négocier avec l'assistante sociale pour le prendre sous sa tutelle provisoirement. Alors, quand le lieutenant Minot veut lui tirer les vers du nez, elle fait barrage, prouvant à Matt qu'il peut compter sur elle. Qui lui a fait du mal? Qui fuit-il vraiment? Que lui dissimule sa mémoire? Sa rencontre avec Meryl Lee est-elle une lumière dans son gouffre? À vous de lire le récit de ces destins qui se croisent pour savoir où cela va les mener en définitive. Un livre qui se lit plutôt bien dans son ensemble, mais qui ne m'a pas emballé plus que ça. Dommage. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 21 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.